Merci à toutes et tous pour votre présence ce matin. Je vais me présenter très rapidement avant de passer la parole au CNCC, à Procos, à Périfem et bien sûr à Audrey qui mènera cette présentation ce matin. Juste un mot pour me présenter, Yoann Petiot, donc directeur général de l'Alliance du commerce, où nous regroupons les grands magasins, magasins populaires, enseignes de l'habillement et de la chaussure. Et nous sommes associés au CNCC, à Périfem et à Procos sur cette action sur le décret tertiaire qui est un véritable enjeu pour l'ensemble des entreprises, enseignes et bailleurs d'ici à septembre prochain. Voilà, merci beaucoup. Juste peut-être un mot sur les règles de visio. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat durant la présentation que fera Audrey. Et puis, bien sûr, nous aurons un temps, donc nous relayerons ces questions et nous aurons un temps d'échange à la suite de la présentation. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions, à lever la main et à allumer votre vidéo pour les questions. Ce sera toujours plus sympathique. Merci beaucoup et je passe la parole à Christophe. Bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Noël, je suis le nouveau délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Le CNCC, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, fédère un peu l'ensemble des acteurs de la filière des centres commerciaux. Et on se réjouit aujourd'hui d'avoir l'occasion de vous présenter le travail qui a été mené conjointement avec les fédérations de commerçants qui vont continuer à se présenter. Voilà, donc bonne session à tous. Et je crois que c'est Emmanuel qui prend le relais. Alors, je crois que c'est Franck, mais c'est pas grave, je vais le faire. Pardon, Franck, je t'en prie. Emmanuel Leroc, Procos. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là déjà, parce que je pense que c'est extrêmement important qu'on comprenne bien la manière dont on peut ensemble franchir cette première étape du décret tertiaire. Et donc, Procos, beaucoup d'entre vous connaissent, mais c'est 310 enseignes des différents secteurs en dehors de la grande distribution alimentaire. Et je suis ravi qu'on ait pu mener ce travail en commun qui, je pense, pourra aider chacun des acteurs à se coordonner intelligemment pour cette première phase de saisie sur Opérata. Bonjour à tous. Donc Franck Charton, Périfem. Périfem, c'est la Fédération technique du commerce et de la distribution. On rassemble beaucoup des distributeurs alimentaires, non alimentaires et également des centres commerciaux. Et donc, j'ai le grand plaisir d'avoir parmi les adhérents de l'association des adhérents de Procos, du CNCC et de l'Alliance du commerce. Donc, effectivement, ravi aussi de ce travail en commun. Travail en commun nécessaire puisque, effectivement, cette obligation tertiaire, elle concerne bien tous les acteurs qui sont rassemblés dans un même lieu de commerce. Qu'il y ait un seul locataire ou plusieurs, on va voir ça dans les détails. Faire des économies d'énergie, oui, on l'a tous dit dans les différents communiqués de presse dans les mois et les années précédentes. N'importe comment, non. Et donc, c'est le seul petit point d'attention que je souhaitais mettre dans cette introduction, c'est que nous sommes tous ensemble dans des recours au Conseil d'État pour obtenir une application la plus fluide et la plus sensée possible. Ces recours sont en cours d'instruction. Il se peut qu'ils soient traités au mois de juin, et donc tout ce qu'on va présenter là ce matin avec Audrey, elle le dira, peut être susceptible d'être modifié dans les semaines qui viennent. On vous tiendra donc au courant de ça. Et si les recours ne sont pas instruits, eh bien, nous devrons traiter le sujet au mois de septembre comme on va vous le présenter. C'est la raison pour laquelle on souhaitait pouvoir vous présenter ça au mois de juin 2022. Voilà, Audrey, je te repasse la parole. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Audrey Servazio, présidente de la commission RSE du CNCC, et c'est à ce titre que je vais vous présenter effectivement le travail collégial qui a été mené sur ce guide de bonnes pratiques qui vous a été diffusé en amont lors de l'invitation et dont on va vous présenter les grands principes et les éléments constitutifs. Donc, comme le rappelait Yoann en introduction, on vous propose d'organiser la session comme suit. C'est-à-dire un déroulé de présentation classique et à la fin, une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le fil de discussion ou à les noter pour la fin.
L'idée étant que voilà, ça réponde au mieux à vos attentes. Et si jamais on n'avait pas le temps de venir à bout de l'ensemble des questions, et ben, on essaierait de vous y répondre ultérieurement, individuellement. Je vais donc partager mon écran. Tchouk, tchouk, tchouk. Ça vous va? Est-ce que vous le voyez? Il apparaît bien du coup? Oui, Oui, c'est bon. Super, très bien. Merci. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler du guide des bonnes pratiques dispositifs économie énergie tertiaire. La séance est organisée en 3 points et le guide est organisé lui-même de cette manière. Un premier point de rappel sur la réglementation, un deuxième point sur les bonnes pratiques bailleurs-preneurs et ensuite notre séance de questions-réponses. Un petit rappel sur la réglementation au préalable. Il faut savoir que ce qu'on appelle le dispositif économie-énergie tertiaire ou vulgairement appelé plutôt décret tertiaire, c'est un sujet de longue date qui est issu de la loi Grenelle 2, donc loi de 2010, qui via son article 3 disait que des travaux d'amélioration de la performance énergétique devaient être réalisés dans les bâtiments tertiaires existants à compter du 1er janvier 2012. S'en est suivi plusieurs vagues de concertation, plusieurs projets d'arrêtés, de décrets qui ont circulé, mais qui n'ont jamais abouti, jusqu'à ce qu'on se pose la question si effectivement le sujet allait émerger et qu'il soit pourtant réentériné dans l'article 175 de la loi Elan. Et cette fois, vous voyez l'évolution sémantique, il est écrit que des actions de réduction de la consommation d'énergie sont à mettre en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire. Donc ça, c'est la vraie évolution entre les deux lois, c'est qu'on est passé sur un objectif de travaux à un objectif d'action de réduction qui valorise effectivement aussi les actions comportementales et les actions de pilotage des équipements. À partir de ce moment-là, la concertation et le corpus réglementaire a commencé à être remis en consultation jusqu'à effectivement l'écriture du premier décret tertiaire qui a été publié le 23 juillet 2019. Donc, on vous a remis les titres exacts pour que vous les retrouviez si vous avez des questions. Et donc, ce fameux décret tertiaire qui explique que des actions de réduction doivent être menées, donc toujours la reprise des actions, et qui, on va le voir, définit aussi le process de suivi via une plateforme étatique qui s'appelle la plateforme Opérate et qui explique aussi la manière dont les actions de réduction peuvent être atteintes de deux manières différentes, soit en valeur absolue, soit en valeur relative. Suite à ce décret tertiaire, il manquait encore beaucoup d'éléments, notamment les valeurs absolues. Et vous le savez, les valeurs absolues qui ne sont toujours pas connues pour le commerce. S'agissant du tertiaire au sens large, beaucoup de secteurs sont concernés et donc il fallait décliner par secteur d'activité, sous-secteur d'activité. Donc, les premiers secteurs à avoir eu leur valeur sont les bureaux, qui, dans l'arrêté méthode, on s'en est suivi un arrêté méthode en 2020 qui précise certains éléments de mise en œuvre du décret tertiaire. Et effectivement, en 2021, le premier arrêté qui contient les valeurs pour les bureaux notamment, et qui leur permet d'ores et déjà de remplir leurs obligations. Et en fait, tout dernièrement, en 2022, on a vu émerger l'arrêté valeur absolue 2, qui lui comprend des valeurs pour le secteur logistique notamment, et le secteur de la petite enfance, mais qui ne comporte toujours pas les valeurs pour le commerce, puisque vous savez que l'arrêté valeur absolue 3, donc qui est attendu pour le S2 2022, sera celui qui comportera le détail pour le commerce, donc les valeurs absolues, la segmentation et les indicateurs de modulation. Donc, c'est pour ça que vous voyez, à date, le corpus réglementaire est quand même constitué de 6 éléments, des lois, des décrets et des arrêtés, mais qu'il n'est pas fini. Il manque encore un texte. Pour l'instant, on s'attend à un texte. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais voilà, il est encore, à date, encore incomplet. C'est pour ça qu'on va vous présenter les éléments dont on dispose, mais que certains éléments détaillés ne sont toujours pas disponibles. Il n'empêche que l'échéance du 30 septembre 2022, qu'on va vous détailler juste après, est toujours maintenue et que donc il s'agit pour nous de se mettre en ordre de marche et c'est tout l'idée de ce guide pour aider chacun des acteurs à remplir son obligation au 30 septembre. Voilà, donc du coup, je vous ai mis en parallèle ce qui est attendu au deuxième semestre. Pour rappel, les obligations qui sont liées à la mise en œuvre du décret tertiaire. Comme je l'ai dit, en fait, sur l'obligation initiale qui était une obligation de réduction des consommations d'énergie, s'est greffée une deuxième obligation
qui est cette obligation de suivi sur la plateforme Opérat, qui est mise en œuvre par l'ADEME. Et il y a également une troisième obligation qui est la transmission de l'attestation dans le cadre des transactions immobilières. On en reparlera à la méthode de ce qui se fait sur le DPE, mais voilà, il y a 3 obligations corrélées au décret tertiaire: la réduction des consommations d'énergie, la transmission annuelle des consommations et la transmission de l'attestation en cas de transaction immobilière. Si on regarde le premier objectif, qui est l'objectif cœur du décret tertiaire, sur la réduction des consommations d'énergie, on a 2 moyens de l'atteindre. Soit c'est un objectif à atteindre en valeur absolue, donc un seuil de kilowattheures par mètre carré et par an à respecter, qui est différent pour chaque typologie d'activité et aussi pour chaque décennie. C'est-à-dire que le décret tertiaire a pour horizon ultime 2050 et s'organise en décennies 2030, 2040, 2050. Les premiers arrêtés qui sont parus et qui donnent des valeurs pour la logistique, la petite enfance ou les bureaux, ce sont des arrêtés qui donnent les valeurs pour 2030. Et donc, avant la fin 2030, le ministère devra publier des nouveaux arrêtés pour les décennies suivantes. Donc, comme je le précisais et je le redis, les valeurs pour le commerce et pour les centres commerciaux ne sont pas connues et seront dans l'arrêté valeur absolue 3. La deuxième manière de remplir cet objectif, c'est de le remplir en valeur relative, donc en pourcentage de réduction, avec moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Cet objectif, en valeur relative, il est défini par rapport à une année de référence que chaque assujetti peut définir entre 2010 et 2019. Donc, on le verra par la suite, l'importance pour certains acteurs d'aller rechercher un historique de consommation. Et le point important également à noter sur ces réductions de consommation d'énergie, c'est que les consommations d'énergie sont corrigées du climat. Donc, il s'agit vraiment de performances réelles, performances énergétiques réelles et pas d'effets aléatoires liés à un hiver plus clément ou un été moins chaud. Cette correction climatique, pour information, pour ceux qui n'en sont pas familiers, ce sont des formules de calcul qui sont disponibles effectivement dans les arrêtés, notamment dans l'arrêté valeur absolue 2, là, puisque c'est l'arrêté valeur absolue 2 qui donne la correction climatique définitive, et elle est directement mise en œuvre sous la plateforme Opérat. Donc, elle n'a pas besoin d'être extraite ailleurs. En renseignant vos consommations sur Opérat, la correction climatique sera directement apportée. La deuxième obligation, qui est la transmission annuelle des consommations sur Opérat, impose aux acteurs de saisir annuellement et au plus tard le 30 septembre de l'année en cours leur consommation d'énergie sur Opérat. La petite subtilité, c'est que 2022 étant la première année de mise en œuvre du dispositif, pour mémoire, il y a eu un décalage, puisqu'au début, il y avait une première obligation en 2021 et une deuxième en 2022. Je rappelle, pour tous ceux qui seraient autour de la table virtuelle, qu'il n'y en a plus qu'une, qui est celle du 30 septembre 2022, parce que certains acteurs ont eu un peu l'esprit pas très clair à un certain moment. Donc, au 30 septembre 2022, s'agissant de la première année de mise en œuvre, il faut à la fois déclarer le bâtiment et ou les locaux, donc les entités qui sont assujetties, les consommations 2020 et 2021 en même temps, puisqu'il y a eu un report d'1 an, et les consommations de référence. Quand on parle de consommation de référence, ce sont les consommations associées à l'année que l'on souhaite faire valoir entre 2010 et 2019 pour justifier d'une première réduction des consommations quand on est dans un objectif en valeur relative. Cette année de référence et cette consommation associée n'est pas obligatoire. Si les acteurs ne sont pas en capacité de la fournir, ce sera par défaut la dernière année pleine de consommation qui sera renseignée. Mais pour ceux qui sont en capacité et qui exploitent depuis un certain nombre d'années des locaux, ils ont tout intérêt effectivement à aller rechercher cette année et ces consommations de référence. Enfin, s'agissant des transactions immobilières, donc vente, location, la plateforme Opérat générera une attestation qui devra être jointe à toute transaction, donc au BO, et ou être mise dans les actes de cession ou d'acquisition pour informer les opérateurs de où est-ce qu'en est le local et ou l'actif en matière de mise en œuvre du décret tertiaire. Donc ça, ce sera automatiquement généré par la plateforme. Et à la manière du DPE, diagnostic de performance énergétique, c'est une annexe des transactions immobilières. Maintenant, si on rentre dans les différents cas d'assujettissement, et ça nous paraît important d'insister sur ce point-là, parce qu'effectivement, on a eu différents retours d'interlocuteurs pour lesquels ce n'était pas clair. Et il est très important de le rappeler à la fois pour les centres commerciaux et pour le commerce au sens large.
Il y a 3 cas de figure dans lesquels vous pouvez vous retrouver et qui font que vous êtes assujetti. Le premier, c'est peut-être le plus simple, c'est quand vous êtes dans un bâtiment dont la surface totale est supérieure à 1000 m² qui ne comporte que du tertiaire. Dans ce cas-là de figure, vous êtes automatiquement assujetti. Donc ça, c'est le cas de figure le plus simple, même si effectivement on peut avoir du tertiaire différent, du commerce, des bureaux. Même s'il y a différents plateaux, enfin différents étages appartenant à des propriétaires différents, si la surface cumulée tertiaire fait plus de 1000 m², chacune des parties est assujettie sur son périmètre. Le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure où on est dans un bâtiment mixte, donc par exemple du commerce de pieds d'immeuble avec au-dessus du logement. Là, la partie tertiaire peut être assujettie du moment que le cumul des surfaces tertiaires fait plus de 1000 m². Donc, c'est également le cas des commerces de pieds d'immeuble. Si dans un même bâtiment, il y a 2 étages de commerce qui font plus de 1000 m², même si au-dessus, il y a du logement, vous êtes assujetti sur la partie commerce. Et enfin, le troisième cas de figure, c'est les ensembles de bâtiments qui sont situés sur une même unité foncière et dont la surface cumulée tertiaire fait plus de 1000 m². Ça, c'est le cas, par exemple, dans les centres commerciaux, des moyennes surfaces situées sur des parkings qui seraient situées sur des parcelles différentes qui néanmoins appartiennent à un même propriétaire. Donc, 2 MS dont la surface cumulée fait plus de 1000 m², seraient assujetties parce qu'elles sont sur des parcelles contiguës appartenant au même propriétaire. Donc, pour information, ce schéma-là, c'est repris dans la plaquette mise à disposition par le ministère sur la plateforme Opérat. Vous pouvez vous y référer. Donc, voilà, on souhaitait illustrer ce point-là pour le commerce, pour vous dire qu'effectivement, grosso modo, beaucoup de commerces sont assujettis, soit parce qu'ils sont dans le cas de figure du milieu, en commerce de pieds d'immeuble, soit parce qu'ils sont sur des ensembles commerciaux, retail park ou centres commerciaux, sur le cas de figure numéro 3 tout à droite, ou soit le cas le plus simple, parce que je ne l'ai quand même pas évoqué, c'est le centre commercial dans le cas de figure tout à gauche. Mais pour mémoire, et c'est très important, dans un centre commercial, grosso modo, tout le monde est assujetti parce qu'on est dans un centre commercial et que la surface cumulée tertiaire fait plus de 1000 m². Donc, même un petit preneur de 50 m² dans un centre commercial est assujetti par sa seule présence dans le centre commercial. Il faut noter aussi que ce dispositif prévoit des sanctions qui sont certes pas significatives, mais le droit de l'environnement ne prévoit pas toujours des sanctions sur ce genre de dispositif, et là, elles existent. Elles reposent essentiellement sur le risque de réputation, puisqu'en fait, il y a 2 types de sanctions. Donc, il y a les sanctions en cas de non-transmission annuelle des données sur Opérat, et donc ça, c'est pendant chaque année jusqu'à l'issue de la décennie. Et enfin, les sanctions qui sont prévues à l'issue de la décennie si on ne respecte pas son objectif de réduction des consommations. Donc, annuellement, si les données de consommation ne sont pas disponibles sur Opérat, vous pouvez être mis en demeure sous 3 mois de le faire. Et si ce n'est toujours pas fait, le nom de l'entreprise, il est prévu que le nom de l'entreprise soit divulgué sur un site internet étatique dans une logique de name and shame, incitant les acteurs pour protéger leur réputation de se mettre en conformité. Et enfin, concernant les actions de réduction, de la même manière, vous pouvez être mis en demeure de mettre un plan d'action en place sur 6 mois pour atteindre vos objectifs de réduction. Si ce n'est toujours pas fait, on vous laisse un délai supplémentaire de le faire sous 3 mois. Et à l'issue de ces 3 mois, double peine, entre guillemets, donc une divulgation effectivement du nom de la société ou de l'entreprise sur ce même site étatique, dont on ne connaît pas à date l'adresse, je précise, et des sanctions financières, donc 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales. Donc, vous voyez, somme toute, les amendes, entre guillemets, sont assez light, même si voilà, c'est quand même des sommes d'argent. Mais voilà, il convient de préciser que via ce dispositif de sanctions graduées et l'existence de ces sanctions tout court, le ministère souhaite mettre en dynamique le secteur. Donc, pour le corpus réglementaire, on souhaitait vous préciser que donc, le site Opérat, dont vous trouverez le lien ci-dessous, même si ça, c'est la page ressources, comprend beaucoup de ressources utiles, notamment la FAQ, qui est assez dense, mais qui est cliquable. Donc, vous trouverez, vous pouvez faire effectivement parcourir et y revenir sur des questions thématiques. Il y a aussi un guide utilisateur pour la manipulation de la plateforme et les déclarations, et des fiches ateliers sur l'assujettissement, les entités fonctionnelles et les objectifs des décrets tertiaires qui sont disponibles. Donc, tout ça dans l'onglet ressources d'Opérat.
Et on vous invite à aller le consulter parce que bien souvent, effectivement, quand vous discutez avec des prestataires qui veulent vous aider dans la mise en œuvre du décret tertiaire, ils n'ont pas toujours les bons éléments de réponse et il convient peut-être de checker ce qui est dit pour être sûr que c'est bien prévu, c'est bien ce qui est prévu par le ministère en termes d'interprétation, puisqu'effectivement, le décret tertiaire laisse pas mal de place à l'interprétation. Notamment sur la mise en œuvre technique, puisqu'il y a un delta entre l'écriture des textes, mais aussi les développements faits sur Opérate sur la plateforme pour remplir cette obligation. Un petit rappel justement du déploiement de la plateforme Opérate, puisque pour mémoire, l'échéance du 30 septembre 2021 avait été reportée notamment parce que la plateforme n'était pas complètement fonctionnelle et disponible. Donc, pour rappel, la plateforme elle est développée par l'ADEME sous maîtrise d'ouvrage de la DHP, donc du ministère, mais c'est bien l'ADEME qui est à la manœuvre de la plateforme. Au 1er janvier 2022, elle a été mise en ligne. Il était possible à partir de cette date de créer des comptes utilisateurs, donc de personnes qui vont déclarer sur la plateforme soit de manière manuelle, soit de manière automatique. Donc automatique, je relativise le automatique, hein, c'est par import CSV, mais bon voilà, de le faire un peu plus massivement. Et il était possible à partir de cette date de déclarer son patrimoine, enfin ses locaux, et de déclarer les consommations manuellement et automatiquement. À partir du 1er avril, pour les secteurs qui disposait non, pour tout le monde, il est possible de déclarer ces données de référence, donc surface et consommation. Et les secteurs qui disposent des valeurs seuil ont dans l'outil le calcul des objectifs. Il est prévu à date de ce qui est affiché. Donc ça, c'est conditionné au développement d'Opérate. C'est ce qui est annoncé. Il reste à savoir s'ils vont tenir les délais. Mais là, je reprends les délais annoncés par l'ADEME, que l'attestation soit possiblement générée à partir de juillet. Voilà, reste à voir si en matière de développement, ça suivra, sachant que pour l'instant, effectivement, il y avait encore une réunion de concertation hier. L'ADEME travaille aussi aux déclarations ultérieures 2023-2024 et aux évolutions d'assujettissement, c'est-à-dire s'il y a un changement de bailleur, comment c'est mis à jour, j'ai 2 cellules qui fusionnent, comment ça se passe, si j'ai 2 cellules qui sont dissociées, comment ça se passe en termes de déclaration, etc. Donc ça, c'est leur roadmap d'ici la fin de l'année. Et l'idée, effectivement, pour l'année prochaine, 2023, c'est de permettre effectivement les fameux développements d'API que certains prestataires vous vendent pour directement déverser les données dans Opérate et aussi avoir à disposition des éléments de benchmark, puisqu'il est prévu que cette plateforme donne à chacun des acteurs des éléments de benchmark, alors sectoriels et ou régionaux, sur la base d'informations anonymisées. Voilà. On va maintenant passer à la partie guide des bonnes pratiques. Et donc, on souhaitait en préambule vous donner un peu l'état d'esprit de ce guide. Donc, l'état d'esprit, c'était effectivement, comme il a été rappelé en préambule, d'aider les acteurs dans la mise en œuvre du décret tertiaire, puisque même si j'ai été très rapide sur la présentation de la réglementation, elle soulève quand même beaucoup de sujets, de questions. C'est un sujet techniquement complexe, et qui peut laisser place à l'interprétation, notamment, comme je l'expliquais, parce qu'il y a l'écriture des arrêtés, mais derrière, il y a comment c'est développé sous Opérate, et que tout n'est pas écrit sur la manière dont c'est développé sur Opérate. C'est pour ça qu'il y a un guide utilisateur et une FAQ. Il y a beaucoup de questions très concrètes de chacun des acteurs. Et c'est pour ça que, du coup, on souhaitait essayer de répondre le plus possible à ces interrogations. Il faut aussi rappeler que ce guide n'est qu'une première version qui se concentre uniquement sur l'étape de déclaration 2022, parce que ça nous semblait l'urgence pour cette année et que donc du coup on voulait essayer de fluidifier les interactions bailleurs-preneurs sur cette déclaration 2022. Il sera mis à jour ultérieurement en fonction de la parution des textes réglementaires et aussi des retours d'expérience en vue de préparer les déclarations ultérieures et surtout effectivement sur la mise en œuvre concrète du dispositif et des actions de réduction. Voilà, donc il est uniquement focus déclaration 2022, même s'il apporte aussi, comme on disait, un rappel sur la réglementation
et aussi des réponses à des questions qui sont plus larges et qui ont été posées directement à la DHUP et à l'ADEME. Mais sur la partie échange, interaction bailleur-preneur, il est uniquement focusé sur la déclaration 2022. En première étape, effectivement, de bonnes pratiques pour cette déclaration 2022, il nous paraissait important de faire un point sur les échanges et les interlocuteurs. On a fait un rappel du nombre d'interlocuteurs qui peuvent être concernés par le décret tertiaire côté bailleur comme côté preneur dans le guide. Mais le schéma le plus simple qui nous a paru important de retenir, c'était les interactions via la gestion locative, parce que malheureusement, c'est celles dont on sait qu'elles sont pérennes et régulières. Donc, on a préconisé que pour mettre en œuvre le décret tertiaire, ce soit le bailleur qui initie le dialogue vis-à-vis de son preneur, en lui envoyant un courrier l'informant de l'obligation. Enfin, j'ai mis un rappel, mais voilà, c'est plutôt aussi pour certains une information qui, on l'a constaté, certains l'ont découvert, et lui expliquant quels vont être ces interlocuteurs qui vont intervenir sur les décrets tertiaires, y compris s'il a recours à des prestataires spécialisés. En retour, le preneur est invité à lui répondre en faisant de même, en lui listant quels sont les interlocuteurs qui interviennent sur le décret tertiaire et de la même manière, lui faire savoir s'il fait appel à des prestataires spécialisés. Donc ça, c'est le schéma de base minimum pour lequel on s'assure qu'il y a une bonne communication, qu'elle existe et que l'information est reçue. En parallèle, certaines enseignes ont fait savoir que l'information était centralisée, la gestion du décret tertiaire était centralisée, que donc elles ne souhaitaient pas recevoir, qu'elles comprenaient qu'elles reçoivent 10 courriers à la gestion locative pour les 10 magasins sur chaque bailleur, mais que pour autant, elles souhaitaient avoir une vision centralisée des choses. Et donc, on laisse la possibilité, on recommande qu'en parallèle de cet envoi, s'il y a un référent national identifié côté enseigne et côté bailleur, il soit mentionné et qu'en complément de ces envois de courrier site à site, soit centralisé via un fichier Excel unique, toute l'information nécessaire à la déclaration sur Opérate pour le preneur via un template type qui est en annexe, un fichier Excel simple comprenant toutes les informations nécessaires à la déclaration du preneur, à savoir notamment les sirènes et les sirettes du bailleur et les IUB. Donc voilà, ça ne se substitue pas parce que on est toujours plus sûr que l'information parvienne bien via la gestion locative, mais pour simplifier la mise en œuvre pour les équipes, ce fichier peut être mis à disposition et envoyé pour faciliter le travail des équipes. Si on en vient maintenant aux étapes de déclaration. La première étape, c'est la déclaration des locaux. Donc là, de la même manière, il faut que le bailleur envoie les informations nécessaires pour que le preneur puisse faire sa déclaration. Et donc les informations nécessaires, comme je disais, c'est le sirène ou le sirette et l'identifiant unique bâtimentaire. L'identifiant unique bâtimentaire, comme son nom l'indique, c'est un identifiant qui va permettre de consolider les informations à l'échelle d'un bâtiment. Il est à noter que ce n'est pas obligatoire d'avoir le même IUB, la même racine de l'IUB entre bailleur et preneur, mais c'est fortement recommandé pour permettre sur l'attestation de décret tertiaire au verso d'avoir la consolidation à l'échelle du centre commercial. En fait, vous allez le voir pourquoi c'est possible d'avoir un même tronc commun, parce que l'IUB est constitué du préfixe de la parcelle cadastrale, de la section de la parcelle cadastrale, du numéro de parcelle cadastrale et ensuite de 2 champs qui sont personnalisables, la dénomination du bâtiment et le numéro de lot. Les 3 premiers éléments qui sont des données relatives au cadastre sont directement disponibles sur le géoportail. Si vous n'avez pas effectivement les informations directement dans vos bases de données, quand vous rentrez sur Opérate au moment de la déclaration, vous avez un lien vers le géoportail, vous rentrez l'adresse du bien, du local et ou du centre commercial, et vous avez ensuite un petit tutoriel qui vous explique par 2-3 clics de souris comment récupérer le préfixe, la section et le numéro de parcelle. Donc voilà, ces 3 premiers éléments sont les éléments relatifs au tronc commun, si on souhaite que les informations soient consolidées à l'échelle du centre commercial, doivent être communs entre bailleurs et preneurs. La différenciation peut se faire par la dénomination du bâtiment et le numéro de lot. Le guide recommande que ce soit le bailleur qui initie cette collecte, cette définition de l'IUB et le transmette à son preneur,
pour qu'ensuite, effectivement, le preneur, s'il a déjà commencé sa déclaration, vérifie s'il a bien utilisé le même et si ce n'est pas le cas, le modifie s'il souhaite le faire. Mais si des preneurs ont déjà initié leur déclaration, une fois qu'ils reçoivent le courrier du bailleur, ils peuvent soit modifier s'ils le souhaitent, soit leur faire une réponse qu'ils ont utilisé un IUB différent. Ce qui est important de noter aussi, puisque sur les centres commerciaux, ça peut, c'est quasiment toujours le cas, si on a un bâtiment qui est situé sur plusieurs parcelles, il est recommandé d'utiliser le numéro de la parcelle principale, c'est-à-dire celle sur laquelle l'emprise au sol du bâtiment est la plus grande, et c'est d'ailleurs rappelé sur la FAQ d'Opérat. Et un point que j'ai aussi mentionné quand je parlais de la déclaration, l'IUB peut être modifié sous Opérat ultérieurement, donc ce n'est pas parce que ce n'est pas figé. Donc une fois que vous avez déclaré quelque chose, vous pouvez encore revenir dessus. Sachant pour mémoire que pour ce sujet de déclaration et de modification, jusqu'au 30 septembre 2022, tout ce que vous pouvez faire sur Opérat est modifiable à tout moment. Et que ultérieurement, s'agissant d'une première année de mise en œuvre et donc de difficultés pour chacun des acteurs à savoir vraiment comment faire correctement les choses, il est question d'un droit à l'erreur. Alors là, pour le moment, on ne sait pas sur quoi porte le droit à l'erreur. Est-ce que c'est la déclaration des locaux uniquement et ou la déclaration des consommations et ou la déclaration des consommations de référence? Mais voilà, il est rappelé qu'il y aura une période de clémence et un droit à l'erreur. Et on fera préciser ensuite par le ministère et par l'ADEME sur quoi porte ce droit à l'erreur. S'agissant maintenant des déclarations des consommations, donc la première étape, effectivement, c'est la déclaration des locaux. C'est parce qu'on parle de déclaration de l'entité fonctionnelle assujettie. Donc, pour un preneur, c'est son local. Une fois qu'il a fait cette déclaration de l'entité fonctionnelle assujettie, il arrive dans la partie déclaration des consommations d'énergie. Dans la partie déclaration des consommations d'énergie, même si on parle de consommation d'énergie, il y a quand même une première étape qui est la déclaration des surfaces. Donc, elle n'est pas faite au moment de la déclaration de l'entité fonctionnelle. Elle est vraiment faite dans l'étape déclaration des consommations d'énergie. La déclaration des surfaces, elle est à faire donc, la surface globale du local et où, quand la segmentation sera disponible, des sous-catégories associées. Donc, par exemple, pour un centre commercial, les sous-catégories du centre commercial, ça pourrait être donc, les surfaces du mail, les surfaces des locaux techniques et les surfaces, par exemple, des bureaux. Pour un commerce, ça dépendra des différents sous-secteurs d'activité du commerce, mais voilà, ce serait dissocié. Sachant qu'il n'est pas obligatoire de renseigner ces sous-catégories, les acteurs sont incités à le faire pour en fait avoir un objectif en kilowattheures par mètre carré et par an le plus précis possible et qui tiennent compte des spécificités des sous-secteurs. Mais si vous n'avez que l'information brute, la seule surface, vous pouvez renseigner cette surface globale. Pour information, le décret et l'arrêté d'ailleurs méthode parlent de surface de plancher. Sur la FAQ du ministère, il est bien écrit que cette surface peut être renseignée en surface GLA. Donc la surface GLA, c'est quand même celle qu'on connaît le mieux et c'est également celle qui est inscrite dans le bail. Et donc ça permet effectivement aux acteurs de s'y référer s'ils le souhaitent. Petite modulation sémantique. À la publication de l'arrêté valeur absolue 2, on ne parle plus de surface de plancher, puisqu'en fait, les espaces de stationnement ne sont pas calculés en surface de plancher, et donc ils ont switché vers une dénomination surface de consommation énergétique, mais qui ne change en rien les calculs, qui est juste une manière de ne pas venir à l'encontre de la définition de la surface de plancher du code de la construction, je crois d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était le petit focus sur les surfaces, qui sont quand même un sujet important, puisque je vous rappelle que les ratios sont calculés en kilowattheures par mètre carré. Vient maintenant le sujet des consommations d'énergie. Donc les consommations d'énergie, elles doivent être renseignées sur 12 mois, en calendaire ou en glissant. Alors quand je dis sur 12 mois, c'est pour les acteurs qui sont là sur 12 mois, parce que quand un acteur, je parle au-delà de 2022 là, parce que pour le coup, en 2022, ce ne sera pas le cas, mais si un acteur est là que quelques mois, il est censé quand même faire sa déclaration au nombre de mois d'occupation. Personne n'est exempté, entre guillemets, de sa déclaration sur Opérat, mais les acteurs qui s'inscrivent dans un cadre pérenne doivent renseigner leur consommation sur 12 mois, et on peut le faire en calendaire ou en glissant. Et pour le faire en glissant, au moment de la déclaration sur Opérat, il est demandé de renseigner le début et la fin de la période de consommation, mais à noter que si vous renseignez les consommations de 2020 et 2021 en calendaire, toutes les déclarations ultérieures seront en calendaire. La manière dont vous choisissez de commencer à déclarer fige
les années ultérieures dans une volonté de comparaison et de consolidation. Donc, ce n'est pas possible de choisir du glissant en 2020, du calendaire en 2021 et de nouveau du glissant en 2022. Une fois qu'on a fait le choix sur le début de la déclaration des consommations, ça conditionne les périodes des années suivantes. Si on en vient maintenant au périmètre des consommations à déclarer par les preneurs, dans un centre commercial, il y a 2 cas de figure. Soit le locataire est totalement autonome en matière d'énergie et dans ce cas, il va déclarer sur Opérat uniquement ses consommations privatives liées à ses abonnements, élec et ou gaz chaleur urbaine quand il en a. Et renseigner donc dans la partie déclaration des consommations, de mémoire, c'est la 3e colonne, donc c'est consommations privatives. Soit le locataire est partiellement ou totalement desservi par des équipements communs du centre. Donc, c'est par exemple le cas si il a des installations CVC qui sont raccordées à une boucle d'eau chaude ou une boucle d'eau glacée. Cette boucle d'eau glacée étant mise à disposition par le bailleur, par le centre vis-à-vis des preneurs. Dans ce cas, il a 2 déclarations à faire. La première, c'est ses consommations privatives, donc comme dans le cas précédent. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle les consommations réparties. Les consommations qui sont réparties en fait, par le bailleur et ou le syndic, qui lui sont affectées, la plupart du temps au tantième, au titre de l'utilisation de ces équipements communs. Et donc, ce Opérat, il aura 2 colonnes à renseigner. Donc, on a souhaité effectivement aller un peu plus loin sur ces consommations réparties pour expliquer comment elles devaient être transmises et sous quel délai. Donc, je rappelle en préambule effectivement que ces consommations sont affectées en raison de l'utilisation d'équipements communs. Ça peut être 2 cas de figure, hein. Ça peut être une boucle d'eau, ça peut être une boucle par exemple qui dessert des parties communes et des parties privatives, ou des boucles qui sont 100% privatives mais pilotées par le centre. Dans les 2 cas, l'information doit être transmise au preneur puisque c'est des consommations qui lui sont affectées pour un usage privatif. La plupart du temps, il faut savoir que ces consommations sont issues des arrêtés de compte et elles sont en général données en période calendaire puisque les arrêtés de compte se font la plupart du temps de manière calendaire. Mais pour que ce soit clair pour tous, puisque du coup, on pourrait vous transmettre, il pourrait s'avérer que vous fassiez des exercices en glissant et que les informations vous soient transmises en calendaire, le guide demande à ce que lors de la transmission de ces informations, la périodicité soit précisée pour qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. Elles doivent être transmises dès que possible et au plus tard le 30 juillet de chaque année par le bailleur à ses preneurs pour leur permettre de faire leur déclaration. Et le canal de transmission, c'est la gestion locative à minima pour s'assurer de la bonne réception. Information importante, ces données doivent être transmises en consommation et pas en coût. Ce qui doit être déclaré sur Opérat, ce n'est pas un montant, c'est une consommation. Donc, si le bailleur n'a pas la capacité d'avoir du sous-comptage pour donner une consommation en direct, il faut qu'il reconstitue une consommation sur la base d'un coût moyen de l'énergie qu'il utilise pour diviser le montant affecté et reconstituer une consommation. Il doit transmettre à son preneur une consommation. Toute cette traçabilité de la reconstitution de l'information doit être précisée dans le courrier qui est fait au preneur pour lui permettre de savoir comment a été calculée cette information en toute transparence et aussi, en cas de contrôle de l'administration, pouvoir en justifier. Sachant qu'en complément, le preneur pourra, en cas de contrôle de l'administration, pourra demander à son bailleur des justificatifs complémentaires sur ses consommations, des factures ou autres. S'agissant de l'année et de la consommation de référence, il est à rappeler en préambule que l'année de référence n'est pas forcément identique entre bailleur et preneur et n'est pas identique entre preneurs d'un centre commercial. On peut avoir une boutique qui choisit 2010 et une autre boutique qui choisit 2019. Pourquoi souplesse et données, pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'en fait, effectivement, ils savent très bien que tous les preneurs ne sont pas là depuis le même nombre d'années sur un actif et que donc certains vont aller chercher des années historiques très anciennes parce qu'ils sont là depuis 6-7 ans et d'autres viennent d'arriver il y a 2 ans, donc ne pourront pas avoir la même profondeur d'historique. Il est quand même fortement recommandé qu'il y ait une homogénéisation entre preneurs et bailleurs sur un centre commercial, mais on sait très bien que ça ne pourra pas être possible. Donc, il y a un minima, le guide propose un partage d'informations quant à cette année de référence, mais voilà, il est à vraiment bien avoir en tête qu'il n'y a aucune obligation d'aligner les années de référence. Néanmoins, il se peut que le choix de l'année de référence par le preneur soit guidé
en partie par ces consommations réparties, pour ceux qui seraient desservis par des installations communes. Parce que souvent, les installations communes qui exercent des parties privatives, ce sont des installations qui délivrent du chaud et du froid et qui peuvent représenter pour certains preneurs une grande partie de leur consommation d'énergie. Donc, du coup, le choix de l'année de référence pour certains preneurs peut être conditionné par ces consommations réparties historiques. La difficulté étant, côté bailleur, d'aller retracer l'historique des consommations de 2010 à 2019. Donc, ce qu'on a à minima effectivement indiqué, c'est que pour 2020-2021, il n'y a pas de sujet, c'est une information qui soit transmise. S'agissant d'années antérieures, il faut que le preneur communique au plus tôt à son bailleur la liste des années sur lesquelles il souhaite récupérer l'information répartie. Si le bailleur est en capacité de lui donner toutes les années en appuyant sur un bouton, très bien, automatiquement, il lui envoie l'information. Sinon, c'est une liste effectivement d'années, si possible spécifique sur chacun des magasins qui doit être transmise pour que le bailleur aille faire de la spéléologie et retrouve l'information et la lui transmette. Voilà. S'agissant effectivement des étapes de déclaration 2022. Nous avons mis sur cette slide qui clôture cette présentation l'ensemble des questions qui ont été fréquemment posées auxquelles le guide apporte des réponses, donc d'une rubrique foire aux questions qui est distincte de celle de la FAQ d'Opérat ou qui reprend certains éléments de la FAQ Opérat spécifiques au commerce et aux centres commerciaux. Pour information, ces questions ont été posées à l'EDIHUP et à l'ADEME, donc résultent de réponses qui nous ont été apportées. On considère que c'est fiable. Elle a vocation aussi à être densifiée au fur et à mesure des échanges et des remontées. Donc voilà, si vous avez des questions auxquelles il n'y a pas de réponse, n'hésitez pas à les transmettre à chacune de vos fédérations pour qu'on se fasse aussi le porte-parole de ces questions. Donc on avait pas mal de questions. Donc celle-là, j'ai déjà rappelé le choix de l'année de référence. Est-ce qu'il est homogène entre parties communes et parties privatives? La question du bail amphithéotique. Quelle est la responsabilité entre le bailleur et le preneur dans le cadre de ces baux qui sont assez spécifiques? Que se passe-t-il pour les changements de locataires? Donc ça, c'est pour les déclarations ultérieures, mais comment ça se passe pour les déclarations? Je vais juste en toucher un mot là, rapidement, mais parce qu'il est quand même important. Je rappelle que le décret tertiaire est sur une décennie. On le sait tous, sur une décennie, il va y avoir des rotations de preneurs. Les preneurs qui prennent à bail en cours de décennie doivent faire leur déclaration en récupérant, et c'est tous les développements qui sont en cours sur Opérat, en récupérant la déclaration précédente effectuée sur l'entité fonctionnelle si elle n'a pas changé. Donc, il y a une transmission qui va se faire automatiquement sur Opérat d'un preneur à un autre. Et un preneur qui arrive en cours de décennie ne redéfinit pas une année de référence. L'année de référence liée à son local est celle du preneur qui a fait sa déclaration en 2022. Il est prévu une modulation de son objectif par un ratio des kilowattheures par mètre carré des secteurs d'activité s'il y a changement de secteur d'activité, mais c'est le primo-assujetti qui définit la référence pour la décennie. Ensuite, on parlait de la cessation d'activité et donc l'impact sur la possibilité de fournir les attestations ultérieures. Pour le côté bailleur, le sujet des locaux vacants. Comment ça se passe en cas de recommercialisation d'un local vacant? Qu'est-ce qu'il en est des baux dérogatoires? Que se passe-t-il si on a une occupation partielle des locaux? Que se passe-t-il en cas d'évolution des surfaces? Les fusions de cellules, j'en ai parlé tout à l'heure, ou les divisions de cellules. Le sujet des espaces de stationnement qui peuvent aussi concerner certains commerces quand ils sont en solo et donc avoir leur propre espace de stationnement. Pour mémoire, le décret tertiaire prévoit un segment spécifique qui est relatif aux espaces de stationnement, si ces espaces de stationnement sont en infrastructure ou en superstructure. Donc, tout ce qui est parking, moi j'appelle ça de plein pied, mais parking de plein pied aérien n'est pas une sous-catégorie à renseigner. Par contre, tout ce qui est enterré ou en superstructure est à renseigner avec un seuil spécifique. Le sujet des bornes de recharge pour véhicules électriques aussi, qui doit être dissocié et pas renseigné sous Opérat. La production photovoltaïque, qui est distinguée si elle est en autoconsommation ou réinjectée sur le réseau, et le sujet des copropriétés. Donc ça, c'est le sujet intra-bailleur, de se dire que se passe-t-il si effectivement un autre bailleur s'oppose aux travaux qui sont proposés dans le cadre des actions de réduction. Voilà.
J'en ai fini pour la présentation et donc on peut en venir à la séance de questions-réponses. Merci beaucoup, Audrey. C'était très clair. Alors, si vous voulez, il y a eu déjà de nombreuses questions prises dans le chat. Ce que je peux faire, c'est dérouler ces questions du chat auxquelles déjà Emmanuel et Xavier ont pu répondre en partie. Et puis après, on fera un tour de questions à main levée pour ceux qui souhaitent encore en poser. Première question. Est-ce que l'on pourra renseigner après le 30 septembre 2022 nos consommations historiques et donc adapter notre stratégie par la suite? Alors, si vous dites en consommation historique l'année de référence, non. L'année de référence, elle est définie au 30 septembre 2022. Si vous en renseignez pas, ce sera la dernière année pleine d'exploitation qui sera prise par défaut par la plateforme, donc 2021 a priori. Donc, sauf à pas... non, normalement, c'est 30 septembre 2022, vous devez avoir défini votre année de référence. Une question sur la notion d'unité fonctionnelle. On ne parle plus de l'unité fonctionnelle avec un parking commun, des propriétaires différents pour les bâtiments. Alors, peut-être que c'est Arnaud Florent qui a posé la question, s'il souhaite préciser. Si tu as alors peut-être, là, on est vraiment focus relation bailleur-preneur. Donc, on est vraiment focus sur le local du preneur. Après, il faut dissocier effectivement dans un centre commercial la déclaration des parties communes du centre commercial qui, là, s'organise entre copropriétaires. Et ce n'est pas l'objet de ce guide. Mais effectivement, le centre commercial, et je fais une petite aparté, est une spécificité dans le cadre du décret tertiaire puisque c'est la seule typologie pour laquelle les parties communes sont une entité fonctionnelle à part entière et donc doivent être renseignées par le syndicat des copropriétaires comme une entité fonctionnelle spécifique. Mais ça n'a pas d'interaction avec le preneur. Ma question, c'était, on a souvent des moyennes surfaces qui sont avec des propriétaires différents, mais avec des parkings communs. Et pour moi, dans ce cas-là, on était sur une même unité fonctionnelle et donc les 1000 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir 500 mètres carrés, 500 mètres carrés de l'autre, des moyennes surfaces, mais avec des parkings communs, on était assujettis. Ouais, mais ta parcelle sur laquelle est ta moyenne surface, elle appartient au même propriétaire ou pas? Non, avec deux propriétaires différents et parfois des parkings communs. Non, en fait, le fait qu'elle soit sur deux parcelles qui appartiennent à des propriétaires différents font qu'elles ne constituent pas une unité foncière et donc elles ne sont pas assujetties. D'accord. Vraiment la règle de la parcelle. C'est la propriété. Plusieurs parcelles qui appartiennent à la même propriété et qui, par le cumul, tombent dans l'assujettissement. Ouais. D'accord. Merci. Je t'en prie. Vous avez été nombreux à demander si vous recevrez le support de présentation. Oui, il vous sera envoyé après. Une question de Madame Gaudin. Va-t-on être mis en demeure alors que les valeurs absolues ne sont pas encore publiées? Alors, pour l'instant, de toute façon, le message du ministère, c'est ils ne vont pas activer les sanctions dès la première année. Hein. C'est vraiment une année où chacun doit apprendre, se connecter à Opérat, faire sa déclaration. La mise en demeure, c'est la mise en demeure au bout. Enfin, de toute façon, la mise en demeure, c'est au bout si vous n'avez pas fait la déclaration 2022. Donc, la déclaration 2022 n'est pas impactée par la connaissance des valeurs absolues. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas le kilowattheure par mètre carré par an que vous ne pouvez pas définir votre entité fonctionnelle, ses surfaces et ses consommations. Je ne sais pas si je suis claire. Mais... Si, très clair. En matière de sanctions, les 7 500 € s'appliquent par boutique? Alors, j'ai eu la même question, c'est ma compréhension, mais effectivement, on n'a jamais eu de confirmation. C'est par établissement, oui, parce qu'en fait, vous êtes assujetti par établissement. Et donc, oui, si vous êtes un groupe intégré et que vous avez 50 magasins, oui, c'est 50 fois 1500 ou 7500. Oui, je pense que ça, excusez-moi, mais c'est clair, c'est-à-dire que malheureusement, c'est côté preneur, en tout cas, c'est sur la logique de chaque site qui n'a pas fait l'objet de la déclaration, et donc c'est par boutique. Une question sur le canal d'information bailleur-preneur. Quel est le meilleur canal? Le mail, simple courrier ou courrier recommandé? Ça, je pense que c'est un choix spécifique à chacun des acteurs. L'idée, c'était vraiment la gestion locative pour être sûr que ça parvienne. Après, sans avoir forcément un recommandé, vous avez souvent des NPAI, un suivi des courriers non parvenus. Après, c'est plus des sujets d'avocats, à mon sens. Mais l'idée, c'est de privilégier la gestion locative pour être sûr que vous ayez une adresse avec
que ça arrive quelque part, quitte à ce soit ensuite rediffusé côté bailleur comme côté preneur. Ok. Alice, qui a testé le géoportail pour obtenir l'IUB et dit que c'est loin d'être évident, elle demande si ce n'est pas au bailleur de nous fournir l'information. Alors, la reco qui est faite, c'est que ce soit le bailleur, effectivement. Après, on ne voulait pas contraindre, si certains avaient commencé à le faire. On pourra vous diffuser avec le guide la notice d'utilisation des géoportails, parce que pour l'avoir fait également de mon côté, j'ai trouvé ça assez simple. Mais voilà, donc on peut en complément mettre le lien vers la notice. Et en fait, normalement, c'est juste sur la base de l'adresse. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Une fois qu'on a on voit le cadastre, de savoir effectivement où est le centre commercial. Mais sinon, c'est quand même assez didactique et pas de souci, effectivement, pour transmettre cette note. Et le guide préconise effectivement que l'IUB soit déterminé par le bailleur. D'accord. Que faire si nous n'avons pas la dénomination du bâtiment et du numéro de lot? Pourrons-nous déclarer quand même? Oui, vous pouvez faire votre propre dénomination du bâtiment et votre propre numéro de lot. Et donc, si le bailleur ne le fait pas, hein, on évoquait aussi, là, on parle de bailleurs structurés au sein du CNCC, mais on sait aussi qu'il y a des bailleurs moins institutionnels ou moins organisés. Donc, si le bailleur ne le fait pas, vous pouvez le faire. Et si jamais ultérieurement, il revenait vers vous en vous disant finalement, j'ai défini ça, comme je le disais, c'est modifiable à tout moment. Donc, il n'y a pas de souci pour le modifier ultérieurement. Pour mémoire, ce sujet, effectivement, c'est aussi la manière dont a été développé Opérate, c'est-à-dire que la volonté, c'est qu'aucun acteur ne soit entravé par la non-action de l'autre. Donc, en fait, un bailleur peut déclarer l'entité fonctionnelle, comme le preneur peut le faire de manière autonome. D'accord. Sur la notion de surface, je crois que tu y as répondu depuis, mais peut-être que tu peux repréciser. On est sur une surface GLA ou surface utile? Surface GLA. Sur la FAQ, on vous remettra le lien vers la FAQ, c'est la surface GLA qui est désignée. Alors, peut-être une autre question. Pour l'instant, les bailleurs ne nous communiquent pas l'IUB, mais réclament nos consommations d'énergie. Alors, il me semble que les preneurs n'ont aucune obligation de communiquer aux bailleurs qui pourront les voir sur la plateforme. Est-ce que c'est bien cela? Ou est-ce qu'il y a quand même un… Alors, à date, effectivement, il n'est pas prévu de cloisonnement entre bailleurs et preneurs sur une même entité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'une fois, je n'en suis pas venue là, mais en fait, au moment où le preneur va faire sa déclaration, il va devoir renseigner quel est son bailleur. Et c'est pour ça qu'on doit lui transmettre le SIREN ou SIRET de la société bailleresse, qui pour mémoire n'est pas toujours la société groupe que vous connaissez. Et donc, du coup, effectivement, à ce moment-là, une fois que chacun est raccroché l'un à l'autre, entre guillemets, tout le monde a accès à la même visibilité. Donc, normalement, le bailleur, à date, aura cette visibilité, n'aura pas, effectivement, il n'y a pas forcément nécessité de lui transmettre en plus. Néanmoins, c'est, comme je le disais, les développements actuels d'Opérate, et encore hier, lors de la réunion de concertation, la question se posait de cloisonner cette visibilité. Donc, c'est pour ça que vous avez certainement des demandes de bailleurs qui demandent de leur transmettre les déclarations que vous ferez. C'est que le développement actuel est celui-là, mais il n'est pas exclu qu'il change. D'accord. Sur les déclarations des uns et des autres, est-ce que le bailleur sur Opérate déclare les parties communes différentes des espaces communs? Alors, les parties communes sont déclarées, donc si le bailleur est en pleine propriété par un seul bailleur, et si le bailleur est en copropriété, en AFUL, en ASL, en ASFL, par l'association des copropriétaires, les covolumistes, et la plupart du temps, comme c'est une association collégiale, ça passe par le syndic qui fait cette déclaration pour le compte de la communauté. Mais voilà, c'est une entité fonctionnelle distincte et il n'y a aucune interaction sur les parties communes du centre commercial, sur cette déclaration avec celle des preneurs. D'accord. Autre question, le bailleur peut-il déclarer directement la consommation répartie sur Opérate ou via uniquement un courrier à son preneur? Il est possible, effectivement, une fois que le bailleur est bien raccroché à l'entité fonctionnelle, c'est-à-dire une fois que le SIREN ou SIRET de la bonne société bailleresse a été fait et qu'on lui ait créé, qu'il y a un compte associé utilisateur au bailleur d'avoir accès à l'EFA et donc de faire cette déclaration. Mais après, effectivement, ce n'est pas forcément le schéma recommandé et ça nécessite un accord entre bailleur et preneur sur qui déclare quoi. Mais c'est possible. D'accord.
Autre question d'Alexia Delaire. Si le bailleur déclare les parties communes et preneurs, les consos répartis, ne peut-il pas y avoir un doublon entre ces deux déclarations? Alors, il faut être très clair. Un bailleur n'est jamais seul sur les parties communes. Enfin, pardon, c'est pas n'est jamais seul. La plupart du temps, un bailleur par son commercial n'est pas seul. Et donc, la déclaration des parties communes, elle est gérée par le syndic avec la copropriété. Ça, c'est une déclaration distincte, mais sur les parties communes. Et donc, effectivement, sur la déclaration des parties communes, ce qui est relatif à l'utilisation des équipements communs sur des parties privatives ne doit pas faire l'objet de cette déclaration. Et après, effectivement, de son côté, le preneur avec son bailleur unique, en one-to-one, fait sa déclaration sur ses parties privatives avec ses consommations privatives et ses consommations réparties. Et effectivement, il peut y avoir un risque de doublon si côté déclaration partie commune, il n'y a pas de soustraction ou d'extraction de ces parties privatives, mais voilà, c'est charge à chacun des bailleurs de s'organiser avec les autres propriétaires et son syndic pour que ce traitement soit fait correctement, que ce soit ce bon périmètre qui soit renseigné sur Opérat, au même titre que des sujets de consommation relative à des parkings ou de bornes de recharge pour véhicules électriques. C'est un sujet de périmètre des consommations des parties communes. Et merci Audrey. Autre question dans la déclaration Opérat, le preneur est-il obligé de donner les SIRET et références cadastrales pour chaque local commercial? Oui, la déclaration, l'entité fonctionnelle qui est assujettie, c'est le local. Donc, l'adresse du local doit être renseignée, donc les parcelles cadastrales associées. Enfin, pas les parcelles, en fait. Ce qui est important, c'est dans l'IUB. Donc, en fait, l'IUB, pour le renseigner, il faut renseigner les différents champs. Donc, oui. Et l'autre partie de la question, excuse-moi, Johan, j'ai plus noté. Non, mais en fait, excuse-moi, mais en fait, la question, c'était le preneur doit-il saisir les plateformes cadastrales? Et en réalité, non. Si l'IUB est fourni par le bailleur, il utilisera l'IUB sans avoir à se préoccuper de la parcelle cadastrale. D'accord? Oui, c'est ça. En précision, la saisie de l'IUB, elle est obligatoire, mais on peut rentrer un peu n'importe quel IUB si on est bloqué par rapport à cette information et on peut continuer la déclaration dans Opéra. Ce n'est pas un point bloquant, en fait. Le numéro d'IUB va servir uniquement pour générer l'attestation de conformité au niveau du bâtiment, qui n'est pas obligatoire. Et les numéros de SIRET, ils sont obligatoires parce que quand le preneur il va créer son EFA, il va forcément devoir mettre son numéro de SIRET, mais il va aussi devoir rentrer le numéro de SIRET de son propriétaire. Oui, le numéro de SIRET est conditionnant, que ce soit côté celui du preneur comme côté celui du bailleur. Le risque étant que sans aller solliciter spécifiquement un bailleur, il y a un numéro de SIRET type qui soit pris sur Internet parce qu'effectivement, les personnes n'ont pas forcément en tête des sous-structures associées. Donc, côté bailleur comme côté preneur, il faut vraiment prendre la bonne société qui porte les murs et pas le groupe. C'est chaque SCI ou chaque, je ne sais pas comment ça s'organise côté enseigne, qui doit être déclaré et pas la maison mère. Ok, merci. Il y a encore une dizaine de questions sur le chat. J'avance une question de Caroline Vincent. Est-ce que les horaires d'ouverture des commerces sont pris en compte dans la déclaration? À date, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de modulation. Ils ne sont pas figés pour le commerce. Il en est question effectivement des horaires d'ouverture ou des nombres de jours d'ouverture. Mais voilà, c'est encore en discussion. On n'a pas les indicateurs de modulation qui sont définis, mais effectivement, ça fait partie des discussions. On revient sur les obligations de déclaration. Si les parties communes sont une entité fonctionnelle, alors il n'y a pas d'obligation pour le bailleur de transmettre les consommations réparties au preneur. C'est bien le cas? Ah bah si. Le preneur doit déclarer ses consommations réparties. C'est une obligation qui incombe au preneur sur sa déclaration 2022. Donc, si le bailleur ne lui transmet pas les consommations réparties, il est en faute. Donc, si, c'est une obligation bailleur. Autre question, le preneur n'a plus rien à faire en cas de mandat s'il donne mandat à son bailleur. C'est le bailleur, dans ce cas, qui nous transmet l'attestation transmise par Opérat. Alors, il faut bien distinguer sur quoi porte le mandat. C'est d'ailleurs précisé dans le guide. Il y a des gens qui donnent mandat sur la déclaration de l'entité fonctionnelle et il y a des gens qui donnent mandat sur la déclaration des surfaces. Il y a des gens qui donnent mandat sur l'intégralité de la déclaration. Donc, ce qui est recommandé dans le guide, c'est de dire sur quoi porte le mandat.
que le mandat soit signé entre les deux parties et surtout qu'il y ait une durée associée. Donc oui, si le preneur donne complètement mandat à son bailleur de déclarer à la fois l'entité fonctionnelle, enfin non, je nuancerai quand même parce qu'il faut quand même créer un compte utilisateur, mais si le preneur donne complètement mandat à son bailleur de déclarer l'entité fonctionnelle, les surfaces et les consommations, il a juste à se créer un compte sur Opérate pour avoir accès à l'entité fonctionnelle. Mais il faut quand même déclarer ce compte, créer ce compte sur Opérate. Ok, une question sur la manière de connecter les données. Est-ce que tu conseilles, ou même c'est une question à tous, est-ce que tu conseilles de travailler avec un acteur spécialisé pour la gestion de la collecte des données et de la saisie sur Opérate? Et si oui, est-ce qu'il y a déjà des acteurs particuliers que tu conseilles ou qui se sont positionnés? Pas mal d'acteurs qui se sont positionnés sur le sujet. Après, moi, je n'ai pas de recommandations spécifiques. Je pense que ça dépend de la manière dont sont structurés les acteurs. Si vous avez la data en interne, voilà, ou si vous ne l'avez pas, sachant que par ailleurs, pour la récupération des consommations historiques, dans le guide, il y a deux indications qui sont données pour récupérer auprès d'Enedis et de GRDF les informations. Il y a une adresse mail générique. Vous envoyez de mémoire vos adresses et vos PDL et ou vos, je sais plus comment ça s'appelle, les points de livraison pour le gaz, et on vous transmet un historique de consommation. Donc, je ne sais pas si l'enjeu, c'est de récupérer, enfin, la question portée sur accéder aux factures historiques, et donc c'est compliqué, ou voilà, il y a ce moyen-là auquel font appel d'ailleurs les prestataires spécialisés. Donc, vous pouvez peut-être commencer par ça, et puis si vous sentez que ça ne suffit pas, voir ce qu'on vous propose, mais faites attention à ce qu'on vous propose, parce que si c'est juste effectivement aller faire un courrier récap à Enedis au même titre que ce que vous pourriez faire, voilà, se poser la question de la valeur ajoutée. Mais voilà. Après, je pense que chaque cas est spécifique, c'est difficile de donner une recommandation, ça dépend de l'organisation, du volume. Voilà. Mais on pourra, je ne sais pas s'il y a des associations professionnelles qui se sont positionnées sur ce sujet. Si c'est le cas, on pourra vous donner les noms des associations professionnelles et ensuite vous pourrez aller voir les sociétés partenaires, membres. Pardon. Dans un centre co, si un preneur ne fait aucune démarche, le bailleur est-il responsable? C'est un grand sujet, plutôt d'analyse juridique. L'interprétation juridique qui a été faite, c'est que tout est régi par le bail. Donc, si était inscrit au bail que c'était une obligation preneur et qu'il n'y remplit pas, c'est le preneur qui est responsable. S'il n'y a rien écrit, effectivement, en termes de responsabilité indirecte, un bailleur pourrait être recherché. En tout cas, c'est l'interprétation des avocats. Néanmoins, ce n'est pas l'état d'esprit à date du ministère. L'état d'esprit, c'est voilà, que chacun fasse sa déclaration et d'inciter au dialogue pour que ce soit fait. Mais voilà l'état actuel de l'interprétation juridique. Et, une question à laquelle tu viens en fait déjà de répondre, les fournisseurs d'énergie sont-ils soumis à une obligation de fournir les historiques de consommation à leurs clients en cas de demande? Tu viens. Je ne sais pas s'il y a une obligation, en tout cas, ils ont mis en place des services. Après, je ne sais pas s'il y a une obligation de résultat. Je sais qu'à plusieurs titres, ça a été rappelé à la DHUP que ce n'était pas toujours très performant en termes de délai. Mais voilà, ils ont prévu un service avec une adresse mail générique et des formats types. Je ne sais pas s'il y a une obligation de leur part, par contre. Mais pour information, normalement, je crois que si vous sollicitez vos fournisseurs d'énergie, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais ils doivent conserver pendant 5 ans vos données. Je crois que vous avez minimum un accès. Alors, la durée, j'ai un doute. Oui, c'est 5 ans, Audrey. Ouais, 5 ans, voilà. Vous pouvez accéder, si vous n'avez pas changé de fournisseur, enfin, vous savez quels étaient vos fournisseurs antérieurs, à 5 ans d'historique, à minima. Et l'accès à l'historique des consommations jusqu'à 2011, il est pour le moment, c'est un service qui est pour le moment ouvert jusqu'au 30 septembre 2022. Merci Xavier, merci Audrey. Autre question, il y en a encore plusieurs sur le chat. Faut-il déclarer tout son parc dont beaucoup de locaux ne seront non assujettis ou ne déclarer conso des seuls sites assujettis? Il y avait les seuls sites assujettis. Ah non, il faut déclarer que les sites assujettis, oui, les établissements assujettis. Oui. Ça sera déjà ce sera moins de travail déjà. Alors, une question qui méritera peut-être d'être précisée, elle dit simplement plus d'explications sur les années de référence. Alors, l'année de référence, c'est une année qui peut être choisie entre 2010 et 2019 par chaque preneur pour essayer de valoriser des actions qui permettraient d'atteindre déjà une partie des moins 40%. Autrement dit, je vais chercher mon année la plus favorable en termes de consommation pour dire que j'ai déjà, par exemple, fait moins 20 et donc entre 2022 et 2030, il ne me reste plus qu'à faire moins 20. L'objectif de moins 40 sera calculé par rapport à cette année de référence.
Et quand tu dis l'année la plus favorable, l'année qui consomme représentera le plus de consommation. Enfin, je nuance parce que c'est consommation corrigée du climat. Donc, parfois, ce n'est pas toujours la valeur absolue en lecture directe. Mais oui, pour simplifier, oui, ça peut être ça, mais ce n'est pas toujours immédiat pour les corrections climatiques. Mais oui, voilà, c'est en gros les plus grosses consommations pour déjà justifier d'avoir réduit les consommations à partir de 2022. Ou les années avant travaux, pour ceux qui ont fait l'objet, par exemple, de travaux de concept, enfin de changement de concept, ou ils ont relampé en LED, par exemple, ben, forcément, avant le relamping, normalement, les consommations étaient plus importantes. Si un magasin ferme fin 2022 sur repreneur, est-ce qu'il y a quand même une obligation de faire une déclaration? Alors là, c'était le sujet des discussions avec la DHUP. En fait, effectivement, l'échéance pour la déclaration, ce n'est pas 31 décembre. L'échéance, c'est 30 septembre 2022. Donc, jusqu'au 30 septembre 2022, ceux qui étaient là devaient faire leur déclaration. Donc, il faut quand même faire la déclaration pour 2022. Et vous êtes... alors, le magasin ferme. Après, je ne sais pas s'il y a un preneur suivant, mais pour effectivement un bailleur qui, du coup, recommercialiserait ultérieurement ce local, il y a tout intérêt à effectivement que le preneur précédent fasse sa déclaration pour avoir cet historique sur l'entité fonctionnelle assujettie. Dans Opérate, comment se fait la validation définitive de toutes les infos qui valident, en fait? Qui l'a fait? Est-ce que c'est le bailleur ou c'est le preneur? Ou chacun le fait pour ses propres déclarations? En fait, sur Opérate, quand vous avez une entité fonctionnelle, effectivement, il y a 2 blocs. Il y a occupant propriétaire. Et donc, du coup, après le fait d'avoir renseigné ces 2 blocs, chacun a accès à la même chose. Après, moi, je ne suis pas allée jusque-là à date sur la plateforme. Je suis que sur la plateforme test, mais pour moi, c'est le sujet effectivement qu'on avait remonté à l'ADEME. C'est le dernier connecté qui fait la modification qui a le dernier mot. Et ça, c'est aussi pour ça qu'il y en a qui parlent de cloisonnement. C'est-à-dire que c'est la dernière personne qui procède à une modification qui enregistre définitivement la déclaration. Donc, attention aussi aux petits loupés de changement. Et donc, il n'y a pas de... Je pense qu'il y a un truc enregistré, mais il n'est pas spécifique à chaque partie prenante, pour répondre à la question. Okay. C'est chaque assujetti qui enregistre, qui valide sa déclaration. Très clair. Chaque point de distribution dispose d'un numéro, d'un numéro PDL, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et alors, pourquoi cette référence n'a pas été utilisée dans les déclarations? Parce que parfois, la consommation n'est pas uniquement liée à un abonnement. Parfois, vous pouvez avoir des consommations complémentaires ou parfois, vous avez des retraitements sur un PDL. Par contre, le ministère prévoit une connexion automatique à effectivement Enedis pour que cette information soit automatiquement déversée. Mais ce n'est pas immédiat que ce soit forcément tout le compteur qui doit être remonté pour tous les périmètres. Il peut y avoir aussi plusieurs PDL pour un même assujetti. Et dans la plateforme Opéra, il est demandé à un endroit les numéros de compteur. Je vérifie où c'est, mais... Je crois que c'est non obligatoire, par contre, Xavier. C'est pas obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire. Ça devient obligatoire si on veut remonter automatiquement les consommations via Enedis. Ouais. On revient sur le mandat dont tu as tout à l'heure. Est-ce possible de donner le mandat du preneur au bailleur dans une clause du bail? Le truc, c'est que si vous êtes en cours de bail, comment ça se passe? Oui, enfin pour les nouvelles signatures, je pense oui, mais pour les baux en cours, il va falloir le faire ad hoc. Alors après, moi, je ne suis pas juriste, hein, mais pour les nouveaux baux, oui, je pense. Et pour les baux en cours, non, je ne pense pas. En tout cas, juste un mot là-dessus. Ne rentrons pas dans des sujets tout de suite, choses compliquées. Ce qui se dit là ne veut pas dire que demain, on incite les bailleurs à faire passer des clauses qui obligeraient chaque preneur à donner mandat, parce que là, on va rentrer dans une guerre encore infernale. Donc, je ne sais pas. En tout cas, il faut bien séparer la notion de bail et la notion de mandat, de respect de déclaration de chacun dans Opéra. Ceux qui le veulent le faire le feront, mais il ne faut pas qu'on rentre dans une logique de bail type dans lequel on commencerait à avoir un engagement obligatoire de donner mandat pour ce type d'engagement.
Merci Emmanuel. On revient, toutes nos excuses, sur la notion de consommation historique, consommation de référence. Il sera donc plus possible de renseigner consommation historique après 2022 et adapter son année de référence. Le choix doit bien être fait. Le choix doit être fait au 30 septembre. Après, comme il y a un sujet de droit à l'erreur, je ne sais pas s'il portera sur ce sujet, mais de base, si on s'en suit à ce qui est prévu à date par les textes, non, c'est 30 septembre 2022. Les informations que l'on a, on pourra la modifier une fois. Ouais, le droit à l'erreur, ça porterait sur ça, mais voilà, il n'y en a pas de confirmation écrite, donc je ne préférerais pas nous engager sur ce terrain. Une question à laquelle a répondu Emmanuel. Le choix de l'année de référence se fait bien site par site. Autre question dont la réponse figure d'ailleurs dans peut-être certains éléments dans la FAQ, mais je vous la pose. En cas de changement de locataire, peut-on utiliser les déclarations passées du locataire précédent pour définir une année de référence? Oui, alors ça, c'est détaillé un peu dans le guide de ce que l'ADEME nous a cité. Effectivement, au moment où un preneur à bail va prendre un nouveau local et veut déclarer son entité fonctionnelle, quand il va faire sa déclaration, on va lui demander si l'entité fonctionnelle qu'il déclare a déjà fait l'objet d'une déclaration ou pas sur Opérate. Et si c'est le cas, il va pouvoir rapatrier la déclaration antérieure. Mais ça, c'est les développements en cours. Ouais. Et pour la question... Là, je pense que... Vas-y, Xavier. Pour la question précédente, le choix de l'année de référence se fait-il par site? Il faut faire attention à la notion de site. Le choix de l'année de référence, elle se fait par assujetti, par entité. Donc, si on entend par site, par exemple, un centre commercial avec X boutiques, c'est chaque boutique qui va choisir sa propre année de référence. Non, par site, je pense que c'était par établissement d'une même enseigne, c'est-à-dire entre un magasin à Angers versus un magasin à Paris. Oui, l'année de référence d'Angers peut être différente de l'année de référence de Paris. Et oui, ce que dit Xavier est important, et ce qui a été rappelé lors de la présentation, c'est que l'année de référence n'a pas besoin d'être homogène entre bailleurs et preneurs, et même entrepreneurs sur un centre commercial. Un preneur 1 sur le centre commercial peut choisir 2010 et un autre 2018, pardon, et le bailleur sur les parties communes 2015. C'est une organisation obligatoire. Ce qui est peut-être important de rappeler, c'est que l'objectif à atteindre de réduction de consommation, il n'est pas à l'échelle du bâtiment, mais il est à l'échelle de l'entité, de l'assujetti, de chaque boutique. Alors, bien sûr, pour un magasin qui est mono-occupant dans un bâtiment, là, il est assujetti pour son bâtiment, puisque c'est lui qui occupe 100% du bâtiment. Ok, merci Xavier. La dernière question actuellement sur le chat. Doit-on déclarer les locataires qui sont présents depuis moins d'1 an au 30 septembre 2022? On a une réponse de la DHUP à ce sujet, c'est-à-dire qui était là présent quelques mois en 2022 ou qui était là présent quelques mois depuis moins d'1 an, enfin qui sont présents depuis moins d'1 an au 30 septembre. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne vont pas aller chercher, effectivement, il faut être pragmatique et donc ce n'est pas nécessaire. Après, s'ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Voilà. La réponse qui a été dite, c'est déjà si les acteurs qui sont là en place depuis longtemps le font, ce sera déjà pas mal. Okay. Entre-temps, ce n'était pas la dernière question, d'autres sont arrivées. Pour limiter le parc, des consommations électriques pour l'éclairage des parkings? L'éclairage des parkings, ouais, pardon. Là on parle de parking donc, extérieur, de plein pied. Donc, les parkings, ils ne sont pas assujettis et l'éclairage non plus, à partir du moment où on a un compteur. On peut déduire la consommation d'énergie d'éclairage de la consommation totale et on ne la déclare pas dans Opéra, mais il faut pouvoir la compter. Après, il faut regarder combien ça coûte de mettre un sous-compteur par rapport à l'avantage de déduire cette consommation de la consommation totale. Et Xavier a raison, les retail parks, comme pour les centres commerciaux, pour l'éclairage des parkings extérieurs de plein pied, c'est la même chose. Les consommations à déclarer sur Opérate sont les consommations bâtimentaires. Donc, les consommations d'éclairage des parkings qui ne sont pas des bâtiments, donc ceux qui ne sont pas en superstructure ou en infrastructure, ne sont pas déclarés, y compris pour les centres commerciaux classiques.
Encore faut-il avoir la capacité de les dissocier pour les centres commerciaux classiques. Pour le coup, pour le retail, je pense que c'est assez simple. Et donc, du coup, non, il n'y a pas de déclaration à faire. Les typologies de commerce sont-elles déjà définies? Alors, il y a dans l'arrêté, si je ne dis pas de bêtises, dans l'arrêté valeur absolue 2, il y a une liste de secteurs assujettis. Après, sur les commerces, est-ce qu'elle est détaillée? Non, elle n'est pas détaillée encore. Ouais. Il y a les grandes catégories de commerce qui sont fixées dans le dernier arrêté valeur absolue 2. Mais il y a un travail qui doit être fait encore par la DHUP pour créer ce qu'on appelle les sous-catégories de commerce, notamment pour les petits commerces. Tout n'est pas défini. Après, dans les versions qui ont circulé de consultation, effectivement, il y avait des sujets entre l'alimentaire, le bricolage, etc. Mais voilà, effectivement, il n'y a rien qui est écrit définitivement dans des textes parus. Ok. Il y a encore 4 questions. Que devons-nous déclarer sur Opérate pour une cellule qui n'a jamais été commercialisée? Centre commercial récent, devons-nous déclarer à minima la cellule, surface et pas de consommation? Si elle n'a pas de consommation, pour moi, elle est assujettie, effectivement, donc elle doit faire l'objet d'une déclaration d'une entité fonctionnelle. Par le bailleur ou par le preneur? Par le bailleur. Non, non, elle n'est pas à déclarer. C'est le primo-assujetti qui générera la déclaration pour moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, quand elle sera commercialisée, elle fera l'objet d'une déclaration. Ok. En cas de changement de locataire, peut-on utiliser les déclarations passées du locataire précédent pour définir une année de référence? On ne redéfinit pas d'année de référence quand on prend un local précédemment déclaré sous Opérate. On est lié par l'année de référence définie par le preneur primo-assujetti, qui, comme je disais tout à l'heure, est modulé par un ratio de kilowattheure par mètre carré des surfaces, des secteurs d'activité s'il y a un changement d'activité. Mais oui, comme je le disais également, on peut récupérer, en tout cas, c'est ce qui est prévu à date par l'ADEME, la déclaration du preneur précédent pour bénéficier de la visibilité de tout l'historique des consommations notamment. Oui, en fait là-dessus, on est lié à l'année de référence, ça c'est une chose, mais on est surtout lié à la consommation de l'année de référence. C'est-à-dire qu'en fait, oui, quand vous prendrez… Non, mais c'était juste pour expliquer, parce que c'est une des difficultés quand même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, quand un nouveau preneur prendra à bail après 2022 un nouveau local, il devra effectivement partir du point de départ du locataire précédent, c'est-à-dire la consommation de l'année qu'il aura choisie, avec, comme le dit Audrey, un correctif qui sera lié à des problématiques notamment d'activité. Mais du coup, on ne repart pas à zéro, ce qui veut dire que ça fait obligation un peu à tout le monde de regarder, avant de prendre à bail, quelle est la situation du local versus la consommation électrique, parce qu'effectivement, ça va pour tout le monde, hein, bailleur comme preneur, poser quelques difficultés pour se dire, voilà, est-ce que cette consommation de mon bailleur du locataire précédent était très élevée? Est-ce que du coup, ça me donne une grande chance d'arriver aux objectifs en 2030, ou est-ce qu'au contraire, c'est compliqué? Enfin, c'est ces sujets-là qui devront être questionnés, une question de plus au moment d'une prise de bail. Moi, j'avais d'ailleurs une question là-dessus, Audrey. À partir de quand on doit mettre l'attestation dans un bail? En fait, la réponse est quand elle sera disponible. Après, en l'état, nous, on avait posé la question il y a un peu plus d'1 an au ministère en disant qu'est-ce qu'on fait à défaut, parce que c'est quand même prévu par la loi. Ce qu'on comprenait, c'est qu'il serait plutôt judicieux de mettre une information disant qu'à date, dans le bail, que l'attestation n'est pas disponible sous Opérate et donc elle n'est pas annexée au bail. Mais dès qu'elle sera disponible, le bailleur s'engage à la transmettre au preneur. Après, est-ce que c'est juste une transmission ou une modification par avenant? Ça, j'en sais rien. Mais c'était la réponse qui nous a été faite, mais on peut le réexpliciter auprès de Marc Leroux pour avoir une confirmation compte tenu des développements en cours sous Opérate. Ça mérite effectivement une question. Bonjour, une petite précision s'il vous plaît concernant l'année de référence qui donc est figée lors d'un changement de locataire. Vous avez abordé le sujet du changement d'activité. Par exemple, si on passe d'un type fashion à un type restaurant, on ne va pas du tout être sur le même mode de consommation.
Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que c'est prévu? Oui, c'est prévu. Ce que je disais, c'est qu'en fait, si je suis restauration et qu'avant, il y avait du fashion, mon année de référence, ma consommation de référence, c'est la consommation du fashion qu'a déclaré le fashion, multiplié par le ratio de la restauration, divisé par le ratio du fashion. Je sais pas si... C'est très clair. Ouais. Ok, très clair. En gros, ça veut dire que dans le guide, ce ratio-là ne sera calculable que quand on connaîtra les valeurs absolues. Absolu, bien sûr. Aujourd'hui, toute la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le flou là-dessus, puisque tout dépendra de la capacité qu'on aura de faire en sorte que l'État sorte des valeurs absolues qui tiennent la route par activité, ce qui reste, avec Xavier, une vraie complexité. Pour l'instant, on est encore dans la difficulté là-dessus, mais mécaniquement, c'est prévu, intellectuellement, c'est prévu comme ça. Le résultat du calcul, on ne peut pas du tout le savoir aujourd'hui. Est-ce que alimentaire, ça voudra dire 2 fois le fashion? On n'a aucune idée pour l'instant. Ok, très clair, merci. D'autres questions sont arrivées encore sur le chat. Jusqu'à quelle heure tu as, Audrey? Enfin, jusqu'à quelle heure on peut déborder de 5 minutes après la nuit, mais ouais, je ne vais pas pouvoir. D'accord. Ok, non, mais il y en a encore 5-6, donc j'accélère. Le choix entre les consos absolus et les consos relatives est-il définitif? Ce n'est pas un choix. J'ai peut-être oublié de le mentionner. Le ministère a été très clair, c'est un ou, mais un ou qui n'est pas déterminé par l'assujetti. C'est-à-dire qu'à la fin de la décennie, le ministère, la plateforme va regarder si vous remplissez l'une ou l'autre des obligations, l'une ou l'autre des conditions. Et si l'une ou l'autre est respectée, ça vous permettra d'être conforme. Mais ce n'est pas un choix qui est laissé à l'assujetti. Ok, merci beaucoup. Peut-être en complément de ce que tu as pu dire, Xavier, tout à l'heure sur les éclairages des parkings. Pour les retail parks, quid des consommations d'éclairage des allées de circulation? Est-ce qu'un mail fictif, un mall fictif doit être déclaré? Les allées de circulation, pour moi, ce n'est pas du bâtiment. Donc non, il n'y a pas de consommation à déclarer associée à ça. C'est ça. Ok. En cas de location de réserve déportée chez un loueur d'espace, doit-on faire une déclaration? On m'a posé la question, les réserves déportées. Alors, je ne suis pas sachante sur les réserves déportées. Je ne pourrais pas vous... C'est quoi? On loue des surfaces pour du stockage, c'est ça? Est-ce que Madame Salem peut peut-être préciser sa question? Ouais, c'est compliqué. En fait, souvent, c'est des annexes, enfin, comment on appelle ça? Des locaux secondaires du bail. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été traité du tout, en fait, dans l'opéra. En fait, il y a 2 cas de figure. Il y a un cas de figure qu'on a évoqué dans le guide, c'est si on a plusieurs baux pour un même preneur dans un centre commercial, typiquement un bail pour une cellule en dur et un bail pour un kiosque. Donc ça, on l'a évoqué, on a dit qu'on faisait la déclaration principale. Le cas des réserves déportées, si c'est le même bailleur et que c'est inscrit sur le même bail, j'aurais tendance. Est-ce que c'est un... Je ne saurais pas vous dire, là, les réserves déportées. En fait, c'est la surface. Il faut regarder si la surface elle est assujettie. Pour moi, c'est une sous-catégorie. Dans un centre co, elle l'est forcément, assujettie. D'accord. Oui, donc, il faut la déclarer. Oui, il faut la déclarer, mais la question, c'est est-ce que tu la déclares comme une sous-catégorie ou est-ce que tu la déclares comme une entité fonctionnelle à part entière? Je sais, déjà, il y a un sujet, c'est est-ce qu'il y a des consommations associées éclairage chaud-froid? Et j'aurais tendance à dire que c'est une autre entité fonctionnelle, mais on peut poser la question au ministère, là, j'avoue, ça mérite confirmation parce que c'est une interprétation. Donc, de toute façon, on peut constituer une entité fonctionnelle à part. Parce que c'est une activité qui est différente de la vente, donc ça peut effectivement faire l'objet d'une nouvelle entité fonctionnelle. Une question, excusez-moi, j'avance un peu parce que l'heure tourne. Une question bailleur. Le bailleur ne déclare pas les locaux vacants? Non, c'était le sujet de la vacance. Après, encore est-il depuis combien de temps? En fait, la vacance est traitée dans le guide pour savoir sur la vacance historique. Est-ce qu'il faut, à partir de quand un local doit être déclaré? Un local doit être déclaré à l'entrée de la mise en œuvre du dispositif, donc à partir du 1er octobre 2019. Si entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2022, vous avez eu un local vacant, mais partiellement occupé, vous devez quand même, autant que faire se peut, faire une déclaration sur la période d'occupation, y compris si le preneur est parti, mais que vous avez les informations pour faire cette déclaration. Après, un local qui est vacant, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure au 30 septembre 2022, là, n'a pas de déclaration à faire. Il a, entre 2019 et 2022, s'il est vacant, il n'y a pas de déclaration à faire. Il a
c'est le prochain preneur à bail qui fera une déclaration. Je sais pas si Okay. Encore 4 questions et puis on s'arrêtera avec la dernière d'Hermance. Bonjour, dans le cas de fusion, division de cellules dans une galerie, est-ce qu'on doit déclarer un nouveau IUB? Nouvelle IUB. Oui, l'IUB, ça dépend si. Alors, oui. Le cas des fusions et division de cellules est prévu. Ce qui est prévu, c'est ce que j'évoquais par l'ADEME, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez déclarer une nouvelle EFA, on va vous demander si vous avez déjà déclaré, si l'EFA vous déclarez a déjà fait l'objet d'une déclaration sur Opérate. Donc, forcément, normalement, en fusion de cellules, oui. Donc, vous allez rapatrier les déclarations antérieures. Après, l'IUB, oui, il doit être changé, puisque normalement, les codes lots ne sont plus les mêmes. Mais c'est pas, si le tronc commun de l'IUB reste le tronc commun du centre commercial, ce ne sera pas problématique pour la consolidation des informations. C'est juste pour s'y retrouver. Donc voilà, oui, idéalement, il devrait être changé. Oui. Ok, une question enseigne. En tant qu'enseigne, au moment de la déclaration justement de FA, devons-nous renseigner dans la partie propriétaire le SIRET du centre commercial? Non, il n'y a pas de SIRET. Le centre ou alors le SIRET de l'entreprise auquel le centre appartient. Pardon, je finissais la question. Non, ouais, les parties communes, enfin le centre commercial n'a pas de SIRET. Celui qui a un SIRET, c'est votre bailleur sur vos parties privativées. C'est ce SIRET-là qui est à renseigner. Et donc, c'est ce que j'évoquais. Attention à ne pas aller chercher automatiquement sur les sites en ligne. Demandez vous vérifiez dans vos baux quelle est la société bailleresse. Parce que bien souvent, entre le groupe et la structure qui porte les murs, il y a des montages juridiques et donc ce n'est pas forcément le groupe qui porte les murs de votre local. Une question, les sièges bureaux sont-ils concernés? Les bureaux, oui. Et c'est l'arrêté valeur absolue 1 qui donne les valeurs. Les bureaux dans les boutiques, si c'est ça la question, aussi. Non, c'était plutôt les sièges, mais tu peux, si en cas de D'ailleurs, pour tout le monde, pour ceux qui n'auraient pas percuté, en fait, sont concernés vos bureaux, de manière générale, où qu'ils soient situés, et vos entrepôts, la logistique et les bureaux. Et les valeurs seuils sont connues pour ces deux typologies. Ouais. Arrêté valeur absolue 1 pour les bureaux et arrêté valeur absolue 2 pour la logistique. Alors, juste une question, je ne sais pas si on a cette réponse. La dernière, en fait, qui elle, se pose à tout le monde, maintenant qu'on connaît bien les objectifs. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon, Yoann. Et après, il y aura une question pour clôturer. Ouais. Oui. Est-ce qu'on a en fait une question sur les moyens qui vont être donnés aux bailleurs, aux preneurs pour faire les travaux, investissements, subventions, sanctions? La sanction, tu en as déjà parlé si ce n'est pas fait. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a déjà des mécanismes plus ou moins qui peuvent exister. Il y a des prêts verts auprès de BPIFrance et des dispositifs de certificats d'économie d'énergie aussi qui peuvent être utilisés pour réaliser des travaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas dispositif massif de soutien à aux travaux de transition d'économie d'énergie dans les magasins. C'est d'ailleurs un point qu'on porte souvent avec Emmanuel sur ce sujet-là. Il y a aujourd'hui quelques dispositifs un peu disparates. Effectivement, je comprends. Il n'y a pas de dispositif prévu spécifiquement des critères tiers, à la manière de ce qui peut être fait sur les logements. Mais effectivement, les fédérations qui sont là autour de la table s'en font le relais auprès des pouvoirs publics pour que soit il y ait une massification des dispositifs classiques auxquels on pourra avoir accès, soit qu'il y ait des nouveaux dispositifs d'aide qui soient prévus. Il y a plus de questions sur le chat, mais je crois qu'Emmanuel, tu en avais. Oui, mais juste une, parce que je ne sais pas si vous... Juste une, ouais, parce que je sais qu'on en avait déjà parlé, mais on n'avait pas obligatoirement une réponse très claire. C'est il n'y a pas de date limite de définition des plans d'action aujourd'hui. Parce que l'étape d'après, c'est les plans d'action. Je n'ai plus en tête ça. Non, le plan d'action est un moyen, mais il n'y a pas un process calé pour le définir. C'est un moyen pour faire tes actions de réduction. Les deux seuls deadlines, entre guillemets, sur la réglementation, c'est chaque année au 30 septembre la déclaration des consommations et en 2030 l'atteinte de la performance. Tu fais comme tu veux, tu peux faire ton étude en 2023 ou en 2028, il n'y a pas d'impact. Et tu auras moins de temps pour mettre en œuvre. C'est juste ça.
Et la dernière, moi après je m'arrête, mais le dernier sujet, juste pour tout le monde, en dehors des centres commerciaux, une dernière fois, quand on parle de 1000 mètres carrés, c'est bien 1000 mètres carrés totaux, on n'est pas sur 1000 mètres carrés de vente, c'est-à-dire que des magasins que vous avez en pied d'immeuble, que vous avez, je ne sais pas où, s'ils font plus de 1000, enfin s'ils font au moins 1000 mètres carrés au bail, on va dire, ou bien que la somme des locaux de ce pied d'immeuble font plus de 1000 mètres carrés, ou vous êtes au pied de bureaux, d'immeubles de bureaux, vous êtes assujetti. C'est-à-dire que même si, dans ce cas-là, même si vous avez que 100 mètres carrés un pied d'immeuble de bureau, vous êtes assujetti. C'est juste pour préciser ça. Dans les centres courts, il n'y a pas de doute, mais les autres aspects, il faut bien. Et on n'est pas sur la vente, on oublie la vente. La surface de référence, c'est la surface totale. Une précision, Emmanuel, pour calculer l'assujettissement, à l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure, là, on exclut les surfaces des parkings en infrastructure. Et seulement après, si le site est assujetti, on réintègre les parkings et leur consommation. C'est important parce que ça peut exclure un certain nombre d'assujettis, d'entités. Alors, ça a relancé une question, donc je la pose, mais après, en effet, ça sera la dernière. Dans le cas des pieds d'immeuble, justement, c'est le bailleur qui informe aussi le preneur qu'il est assujetti? Idéalement, oui. Après, il faut qu'il ait l'information pour le faire, hein, parce que si au-dessus, il ne sait pas ce qui se passe, idéalement, oui. Après, il faut qu'il n'a pas la capacité de le faire. Voilà. Bon, en général, j'imagine que dans ces pieds d'immeuble, il y a une copropriété entre le commerce et l'autre. Donc, j'imagine que oui. Après, je ne pourrais pas m'engager si les bailleurs n'ont pas l'information vis-à-vis de ce qui se passe au-dessus, quoi. Et des métriques correspondants. Et alors, dernière question de Mme Richeux qui nous dit: vous avez fait plusieurs fois référence au guide. Est-ce qu'il s'agit du guide utilisateur Opérate? Non, c'est le guide justement travaillé par l'ensemble des fédérations professionnelles, le CNCC, Périfem, Procos et Alliance, qui vous a été en principe transmis avec votre invitation à ce webinaire, mais qui vous sera retransmis par la suite avec, en principe, si tout a bien fonctionné, la possibilité d'accéder aussi au replay de ce webinaire de ce matin. Je ne mets pas ma main à couper, ce n'est pas une promesse, mais en tout cas, on espère que tout a bien fonctionné. Mais vous aurez bien en effet ce guide travaillé par les associations. Et on remercie véritablement Audrey pour tout le travail qu'elle a pu faire également ce matin, mais vous l'aurez. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier mot, Emmanuel et Xavier, Audrey? Moi, je dis merci Audrey, c'est tout. Et on va pas la retenir plus longtemps. Et bravo. Merci beaucoup à tout le monde aussi de cette collaboration. Ouais, il y a eu le chat aussi, Audrey te remercie. Il y a des bravos et des merci. Donc, je conclus en te remerciant à nouveau pour toutes les informations précieuses que tu as pu transmettre ce matin. Le sujet ne fait que commencer puisque, en effet, on en a pour les années à venir, mais il faut le prendre en main sans tarder. C'était l'objet du webinaire de ce matin et les échanges se poursuivent. Merci beaucoup.